Lorsque vous prenez l'exploit qui aurait dû indiquer les noms, l'exploit n'indique aucun nom, l'exploit de l'huissier. Or, l'article 90 et 390 indique clairement, à l'alinéa 2, l'exploit doit mentionner les prénoms, noms, profession et résidence de ses témoins. En lieu et place d'une citation, c'est une signification de la liste des témoins. Et quand on va au-delà, Monsieur le Président, ce qui est très grave, il y a des noms qui n'apparaissent pas. Lorsque vous prenez la liste, le numéro 20 par exemple, sur la liste de Monsieur le procureur, des personnes, des témoins dont les noms, il indique lui-même, les témoins dont les noms ont été révélés au cours du débat. Comment le nom d'un témoin peut être révélé au cours du débat ici et que ce nom ne soit pas mentionné dans la liste? Que Monsieur le procureur parle du commissaire spécial de police de Dixine, Terrasse, ou son adjoint au moment des faits. Aucun nom. Mais c'est dangereux. Ou que Monsieur le procureur parle du commissaire central de police de Bellevue ou son adjoint au moment des faits. Nous voulons avoir des noms parce que ces personnes peuvent charger nos clients. C'est pourquoi à l'entame, avant que le premier témoin ne commence à déposer, nous aurions souhaité avoir ces noms parce que c'est la loi qui l'impose. L'article 390 est complété par l'article 417. Je donne lecture. Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et s'il y a lieu par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Nous n'avons aucun nom. Nous n'avons pas les noms de ces personnes. Donc, c'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir demander au ministère public de revoir. L'article 417 dispose que le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé s'il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. L'huissier des services fait l'appel de ces témoins. Le tribunal criminel aurait dû commencer par nous donner la liste des témoins appelés par toutes les parties. Et ces listes-là sont versées au dossier de la procédure. Et ça, c'est bien avant l'ouverture, Monsieur le Président, de ces procès. Nous y avons procédé. Les parties civiles l'ont fait, le ministère public l'a fait, Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 390. Ce sont ces témoins-là qui doivent être entendus ici, pas d'autres témoins. Cette liste de témoins qui a été fournie par le ministère public après la comparution, Monsieur le Président, des victimes dans ces procès, cette liste-là doit être écartée. Elle n'est pas au regard des dispositions de l'article 417, une liste qui doit être examinée ici. Monsieur le Président, cette liste doit être écartée. La liste dont il est question, c'est celle qui a été notifiée aux parties bien avant l'ouverture du procès. 72 heures avant, comme l'exige le législateur. Ce n'est pas après l'ouverture. Donc cette liste doit être écartée. Nous sommes dans un procès criminel. Le respect des règles de procédure doit être mise sur le président. Donc que cette liste-là soit écartée, que le tribunal puisse, à travers le greffier, nous donner la lecture de toutes les listes des témoins qui ont été servis conformément aux dispositions de l'article 390, parce que c'est conformément à ces dispositions et rien qu'à ces dispositions que les témoins doivent comparaître dans cette salle. Ensuite, Monsieur le Président, il y a une question
importantes qui se posent dans ces procès. Et elles touchent d'ailleurs non seulement, Monsieur le Président, à la sécurité des témoins, mais aussi cette question que j'entends soulever touche aussi à la crédibilité des témoignages qui seront faits à cette part. Alors, vous avez l'article 418 qui dispose, et ça tient au fait que ce procès est médiatisé et ça risque de fausser l'objectif, l'ambition du législateur. L'article 418 de notre code de procédure pénale dispose: le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Il n'en sort que pour déposer. Le président prend, s'il en a besoin, toute mesure utile pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, vous voyez, les témoins vont comparaître. Vous avez plusieurs témoins qui vont comparaître. Est-il possible? Il y en a déjà qui se sont retirés dans une salle, comme la loi le prévoit, et sur votre décision. Mais la question que l'on se pose, alors est-ce que le tribunal criminel est à même d'entendre tous les témoins aujourd'hui? Et si le tribunal n'est pas à même d'entendre tous les témoins aujourd'hui, est-ce que les témoins ne vont pas conférer entre eux? Parce que ce procès est médiatisé. Les témoins seront à même de suivre ce qui sera dit dans cette salle. Et seront à même d'orienter leur éventuelle déposition en fonction de ce qu'ils vont suivre. Alors, dans ces conditions, Monsieur le Président, pourquoi ne pas faire application d'une loi qui a été récemment adoptée en prévision de ces procès? Et cette loi prévoit l'existence d'un dispositif adapté en pareille circonstance pour éviter que les témoins confèrent, mais pour éviter aussi que les témoins comparaissent à visage découvert et que cette situation soit une insécurité pour ces témoins. Monsieur le Président, voilà autant de questions que nous entendons soumettre à votre autorité. Mais aussi, Monsieur le Président, je ne serai terminé sans parler du 4 novembre qui s'est invité dans ce procès, Monsieur le Président. Le 4 novembre, où un commando armé a fait une descente, une irruption à la maison centrale et est parvenu avec beaucoup plus de facilité à y sortir des accusés. Mais Monsieur le Président, si avec une telle facilité, on a pu accéder à la maison centrale, qu'est-ce qui garantit la sécurité des acteurs de ce procès? Quels sommes-nous les avocats, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui garantit notre sécurité? Nous sommes acteurs dans ce procès, au même titre que vous, que vos deux assesseurs, au même titre que le ministère public et ses substituts, au même titre que ces greffiers, qui ont tous aujourd'hui à leur disposition des agents qui assurent leur sécurité. On en voit d'ailleurs derrière vous, Monsieur le Président. Nous n'en avons pas, nous les avocats de la défense. Nous n'en avons pas, nous les avocats des partis civils. On n'en a pas, Monsieur le Président. Or, cette question de sécurité se pose avec acuité. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la sérénité des débats dans ces procès? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour permettre à tous les avocats d'accomplir leur mission en toute sécurité? Là, la question est posée. Je pense qu'elle mérite une réponse. Je vous remercie. J'en ai terminé. Je ne vais pas répéter ce que mes brillants et talentueux confrères ont déjà dit publiquement, solennellement, ont d'ailleurs très bien dit, parce que je suppose que nous sommes dans une salle d'audience, que nous sommes dans un procès criminel et que les acteurs que nous sommes, magistrats, présidents audienciers ainsi qu'assesseurs, parquet, le ministère public représenté par le procureur de la République ainsi que ses substituts, et l'ensemble des avocats ici présents, que ce soit de la partie civile ou de la défense,
C'est pour cette raison donc que je ne vais pas citer ces dispositions parce que je suppose que chacun d'entre nous, professionnels que nous sommes, nous savons exactement ce que c'est qu'un procès criminel. Quelles sont On va partir un peu les vite, s'il vous conséquences plaît. liées. Nous n'avons pas les mêmes manières, Monsieur le Président, de communiquer. Ça n'a rien à voir avec votre manière de communication. Mais Alors, on veut savoir ce que vous voulez rapidement. Mais c'est ce que je suis en train de faire, C'est ce que je monsieur. veux vous dire. C'est ce que je suis en train de faire, Monsieur le Président. J'ai besoin de commencer quelque part pour finir quelque part. Alors laissez-nous nous expliquer, Monsieur le Allez-y, Président. maître. Rassurez-vous que je vais y aller. Et je vais aller, Monsieur le Président. Malheureusement, c'est plutôt vous qui m'avez interrompu. Alors, Vous pouvez continuer. Vous n'êtes pas dans vos plaidoiries, maître. Je l'ai fait avec d'autres. Donc, allez-y rapidement pour qu'on sache ce que vous voulez. Comme il l'ont n'y a fait rien les de autres. personnel, Monsieur le Président. Laissez-moi Voilà. communiquer. Absolument rien de personnel. Allez-y, maître. Ce procès, il est médiatisé. Je suis un avocat. Allez-y, Alors, maître. laissez-moi continuer, Monsieur le Président. Alors, j'étais donc en train de dire que nous sommes dans un procès criminel qui est d'ailleurs médiatisé et que nous devons faire très attention. Ce procès n'a pas commencé aujourd'hui, même si nous sommes maintenant là au niveau de la phase de la production des preuves. Vous saviez autant que nous autres que le témoin constitue l'oreille, pour ceux qui ne font pas du droit, l'oreille de la justice, les yeux de la justice, parce que ce sont eux qui viendront vous donner la relation, le récit de ce qu'ils savent des circonstances de la commission des faits pour lesquels nous sommes ici. Alors, lorsque à l'entame de ce procès, une liste a été produite, des témoins ont été connus, nous ne pouvons pas, en cours de procès, changer cette liste. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, en le faisant, nous attaquons un principe sacro-saint du procès pénal, surtout criminel. Ce sont les droits de la défense. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle l'acte qui a été fait par l'huissier relativement à la communication de la liste du parquet doit être déclaré nul et de nul effet. Encore une fois, en matière pénale, les règles sont d'interprétation stricte. Les règles sont d'ordre